ça, c'est bon. Eh bien, on va pouvoir démarrer. Merci beaucoup d'être venus nombreux. C'est comme quoi le sujet intéresse. En tout cas, nous, on est très heureux de vous présenter aujourd'hui la naissance de la Maison de la Bio. Ça fait plusieurs mois qu'on y travaille tous ensemble. Et donc, c'est une maison qui réunit les entreprises. Donc, c'est vraiment les entreprises du secteur de la bio au service d'une bio exigeante et ouverte. Donc, elle est née de deux énergies. La première énergie qui est une énergie, l'énergie un peu du confinement. Pendant le confinement, on a eu besoin de se parler. Et donc ça a créé des liens, des rapprochements. Et puis on s'est dit que c'était assez utile d'échanger. Et une autre qui est une énergie plus liée au contexte et à un vrai besoin. Donc on va y revenir. Mais un vrai besoin de parler de la bio. De manière à la fois un peu offensive, donc expliquer ce qu'est la bio et ce qu'est notre bio pour nous les entreprises, et aussi de manière un peu défensive. On voit bien que le contexte et l'environnement bouge beaucoup et que la bio est beaucoup questionnée en ce moment, en tout cas, ou concurrencée. Donc, je vais présenter un peu les intervenants. Donc, je vais commencer par Didier, qui est vice-président de la Maison de la Bio, Philippe Laratte, qui est aussi vice-président, et moi je vous parle en tant que président de cette Maison de la Bio. Au programme, je passe assez vite, mais vous aurez plusieurs parties. La création, le secteur bio, on va revenir un peu sur quelques chiffres, quelques données, les enjeux, et enfin le rôle de la Maison de la Bio dans ce contexte-là. Donc l'idée, c'est, alors ça a émergé aussi beaucoup de Natex Bio. Natex Bio est une fédération des différentes organisations professionnelles, syndicats et associations de la bio. Vous verrez, en fait, les fondateurs de la Maison de la Bio sont les participants à Natex Bio. Et donc c'est un collectif, alors j'insiste beaucoup sur la notion d'entrepreneur, c'est vraiment au cœur de notre dynamique. Et donc l'idée, c'est que ce soit un lieu d'échange, de concertation et de construction pour demain. Alors les 6 membres fondateurs, donc il y a Natex Bio, dont je suis le représentant au sein de la Maison de la Bio. Vous avez, alors je vais continuer. Alors il y a Didier qui représente le Synabio, le syndicat des transformateurs. Philippe qui représente le Synadiète, le syndicat de la diététique. Puis après peut-être que vous pouvez vous lever. Il y a Romain, alors tout le monde est là. Il y aura 3 intervenants, mais ils pourront répondre aussi aux questions. Donc Romain est représentant de Cosmebio. C'est tout à fait ça. Je ne me trompe pas. Il y a Alon Zetoun qui est président du Synadis, donc les distributeurs spécialisés. Et ensuite il y a Mathieu Lancry qui est représentant et président aussi de Forêt Bio. Donc Forêt Bio qui sont les paysans, les groupements agricoles. Donc, parler d'une seule voix au nom des entreprises, donc 10 000 entreprises. L'idée, c'est qu'on soit mieux vu et mieux entendu des pouvoirs publics, qu'on prenne la parole ensemble. On a besoin de gagner en lisibilité, en visibilité. Donc le monde du bio, ce sont des entreprises, c'est un écosystème entrepreneurial, donc c'est un mouvement économique, il y a des salariés, il y a et c'est aussi du business. Il y a aussi, et on veut parler en ce nom-là. Donc 10 000 entreprises, dont 7 000 exploitations agricoles. Et l'idée, c'est aussi qu'on soit plus efficient, donc on soit entendu et efficient, donc on mutualise des compétences et des moyens ensemble. Alors notre raison d'être, on a passé quelques semaines, voire quelques mois, à travailler notre raison d'être, qui est d'inspirer et bâtir une bio exigeante et ouverte pour que l'entreprise soit actrice au cœur de la mutation écologique, économique et sociale. Donc, l'entreprise, j'y reviens pas, mais ce qui est important, c'est exigeante et ouverte. La Maison de la Bio aura de l'exigence, et effectivement, ce sont plutôt les acteurs historiques du mouvement bio qui existe depuis quelques dizaines d'années, mais aussi ouverte. On sera très ouvert et très accueillant auprès des syndicats et des différentes représentations d'entreprises qui auraient la volonté de construire avec nous
cette bio exigeante. 3 valeurs fondatrices: un développement agricole et économique durable, participant à la transition écologique, donc la question de la transition écologique, des organisations qui prônent les principes de la RSE et défendent aussi des valeurs de l'économie sociale et solidaire, donc aller plus loin que la bio aussi dans le modèle d'entreprise, et un commerce qui respecte les grands principes du commerce équitable, donc transition écologique, économie sociale et solidaire, enfin pas RSE et économie sociale et solidaire, et commerce équitable. Donc une démarche ouverte. Pour illustrer cette ouverture, la FCD, d'autres structures seraient tout à fait seraient les bienvenus dans notre démarche. On est bien une maison et un regroupement d'organisations professionnelles. Il n'y a pas d'entreprise qui adhère directement à la Maison de la Bio. Nous sommes à travers des organisations professionnelles. Et je vais passer la parole à Didier, après cette introduction, Didier, qui va vous faire une présentation des chiffres. Merci Pierrick, bonjour à toutes et à tous. Et moi je vais vous parler de chiffres. Et en plus, ce que je voudrais partager avec vous, c'est voir l'évolution spectaculaire de notre marché, dans lequel nous sommes tous fiers et porteurs d'un message de travail, de transformation. Là, ça prend la transformation bio, mais également les différentes activités. Il y a une bonne partie qui est alimentaire, puisqu'il y a des chiffres que vous avez déjà peut-être vus par ailleurs, puisque c'est des chiffres qu'on travaille conjointement avec l'agence bio et en étroite collaboration avec les chiffres qui sont travaillés. Mais nous sommes allés plus loin parce que nous avons des secteurs d'activité comme la cosmétique, vous l'avez compris tout à l'heure, avec Romain et toutes ses équipes et tout son mouvement. Il y a les compléments alimentaires, donc du Synadiète, et le textile bio. Et puis il faut savoir que le vin est déjà compris dans la partie alimentaire bio. Je vous parle du vin parce que c'est une croissance soutenue, constante et régulière. Et il y a une belle évolution dans ce marché-là. Donc vous imaginez, il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de secteurs d'activité qui peuvent se targuer d'avoir des résultats pareils. C'est-à-dire c'est une constante de régularité, de développement. Vous avez un chiffre d'affaires qui s'est multiplié par 3 en 10 ans. Et surtout la dernière tranche aussi, je peux dire, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est 2017-2018, une forte évolution de chiffre d'affaires et d'activité. Tout cela nous rassure aussi parce que le consommateur répond présent à nos différentes offres qu'on peut avoir sur les différents segments de marché et qu'on a justement un développement constant et régulier et on verra que ça nous encourage pour le futur. Ensuite, c'est le consommateur, c'est qu'il faut embarquer le consommateur dans cette démarche de consommation, c'est une consommation responsable. Et donc, on voit que les foyers, aujourd'hui, il y a un foyer sur 2 français qui consomment des produits de l'agriculture biologique et de la transformation biologique et la cosmétique et tout le reste, bien entendu. Il faut bien le souligner, c'est important que dans ce secteur d'activité, aujourd'hui, on va élargir de plus en plus les produits écologiques d'entretien, les produits d'hygiène, etc. Le marché alimentaire reste une forte tendance, donc on l'a vu, Pierrick en a parlé, cette période de Covid nous a permis de nous rassembler, mais d'échanger aussi nos chiffres. Et on s'est rendu compte, bien sûr, que l'année 2020 a été une hausse exceptionnelle des achats des produits alimentaires, notamment quand on a assuré, alors aussi, on a bien montré que nos entreprises et tout le circuit répondaient présent à la demande forte du consommateur, notamment sur des produits de farine, des choses comme ça, que les ménages sont appropriés à cuisiner, à fabriquer elles-mêmes, etc. Donc on a vu des augmentations spectaculaires, que ce soit d'ailleurs en grande distribution ou en réseau spécialisé. On a eu les mêmes progressions cette année 2020. Alors après, c'est vrai que l'année 2021, c'est difficile à comparer une année exceptionnelle avec l'année 2021. Et donc, on compare plutôt, nous, 2019 à 2021, avec une progression quand même de l'ordre de 14% sur les premiers mois, et également sur l'alimentaire et la cosmétique. Et là, par contre, le réseau spécialisé est peut-être plus en souffrance sur cette période de 2021. Je reviens aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire, je crois qu'on a, sur 2021 aussi, on sent quand même un petit peu en ralentissement dans notre secteur d'activité, parce qu'il y a peut-être ce que j'appellerais des pseudo-labels qui sont apparus. On voit bien qu'il y a une confusion actuellement qui est née un peu sur notre marché, sur lequel justement, c'est là qu'on
tous ensemble, on doit être là pour répondre positivement et constructivement en disant que le label agriculture biologique est le label qui est contrôlé, vérifié à toutes les étapes de la traçabilité et qui nous permet de rassurer, on doit se réapproprier le message, de rassurer le consommateur sur la consommation de produits issus d'agriculture biologique. Ensuite, donc, la forte développement économique, en parallèle, on est à 210 000 emplois dans nos territoires sur les différents secteurs d'activité, qui soient l'amont, la partie agricole. Et sur la partie agricole, on voit qu'on a plus de besoin de main-d'œuvre que dans l'agriculture conventionnelle. C'est la tendance moyenne. Il y a un emploi agricole sur 5 et on emploie plus de travailleurs dans cette partie-là. Je dirais même dans le secteur de l'aval, de la transformation, puisqu'on a affaire à plus de petites ou de moyennes PME dans l'agroalimentaire qui sont proches des territoires. On parle d'ailleurs, juste au passage, beaucoup de conversions au niveau de l'agriculture biologique, mais également il y a des conversions d'entreprises qui se développent de plus en plus et qui sont un maillage de nos territoires qui est important, que tout ce développement économique accompagne aussi des entreprises qui se reconvertissent à développer en plus de produits de qualité et des produits biologiques. La cosmétique, pareil, cosmétique et produits santé naturels. Quand on parle de produits santé naturels, c'est des compléments alimentaires. Hein, ça peut être de la vitamine C et plein d'autres ingrédients. Peut-être que Philippe en parlera mieux que moi. Et en cosmétique, c'est pareil. Hein, si vous avez des questions tout à l'heure, je pense que Romain est capable de vous répondre sur ce segment de marché qui est en plein développement, en plein essor. Le marché bio en France, alors la fierté qu'on peut avoir aussi, la France était quand même assez à la traîne les 10 dernières années. Et on a rattrapé, je dirais, par rapport à d'autres pays, notamment l'Allemagne, mais en population, ils sont plus nombreux que nous, ce qui est normal. Mais on talonne l'Allemagne aujourd'hui en termes de consommation sur notre marché. On est le 2e pays européen en consommation en milliards. Et on est par contre en foyer le plus gros consommateur en panier moyen. Donc, on parle de gros pays, il faut savoir que les pays scandinaves sont devant nous. C'est un objectif aussi de continuer à développer. Mais en tout cas, comme je disais tout à l'heure, les années 2016, 2017, 2018 ont été des années très propices sur nos territoires en France et qui ont connu un gros développement, qui étaient accompagnés de nombreuses ouvertures de magasins spécialisés. Aujourd'hui, on en a environ 3000 sur notre territoire et qui montrent bien qu'il y avait un bel essor pendant ces années passées. Et justement, ce n'est pas fini. Je crois que Philippe va nous présenter les enjeux du futur et on est serein pour le futur. Bonjour à tous. Je vais continuer encore avec quelques chiffres après la présentation de Didier. Donc, quelques chiffres sur les consommateurs quand même pour voir où sont ces consommateurs et qui ils sont. Clairement, je ne vais pas vous révéler grand-chose en vous disant que c'est surtout les générations les plus jeunes qui tirent le marché. On ne va pas rentrer dans le détail de ces chiffres. Par contre, je pointerai juste 2 chiffres en particulier qui sont effectivement le fait que c'est les 18-24 avec 1 sur 5 et les 25-34 qui tirent essentiellement le marché. C'est quand même énorme. C'est les acheteurs, ça, dans les magasins spécialisés bio. Non seulement cette tranche d'âge 18-34 est très importante, mais en plus elle est en forte croissance. Ce qui n'est pas, il ne faut pas oublier quand même en regardant ces statistiques que même chez les gens qui avant n'achetaient pas du tout de bio, parce que pour eux c'était quelque chose de snob, quelque chose de trop cher, etc., on a eu aussi de fortes augmentations. Bon, malheureusement sur cette slide on ne voit pas la tendance, mais sur les 5 années précédentes, on peut voir que ces chiffres étaient quasiment à zéro il y a encore 5 ou 6 ans. Donc, constat, les 18, j'irais même 18-34, c'est un constat qui s'est amplifié bien sûr en 2020, d'autant plus que, comme vous le savez, on est passé sur des modes de consommation et des modes d'achat qui sont assez différents. On passe aussi beaucoup sur tout ce qui est de l'e-commerce, qui évidemment est plus familier pour les 18-34. Et puis, autre grosse tendance qui est importante, c'est que je pense que les gens comprennent de mieux en mieux maintenant le lien entre les produits bio, le naturel et la santé. C'est un truc essentiel. On le voit notamment par les mamans de la génération, ce qu'on appelle des millennials, qui préfèrent le bio pour la santé de leurs enfants. En général, quand on parle du bio, on parle souvent de sans pesticides, on parle de sans phytosanitaires, on parle d'un certain nombre d'avantages comme ça. Mais en fait, quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne veux pas que mes enfants, ou moi d'ailleurs,
j'ingère des produits chimiques et qui pourraient altérer ma santé. Bon, donc ça, c'est fondamentalement un lien avec la santé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ce lien. Et d'ailleurs, quand vous regardez ce 46% sur les mamans, moi, je suis un peu choqué, j'avouerai, parce que ça veut dire qu'il y a quand même 54% des mamans qui ne font pas le lien entre bio et naturel. Et donc là, je me dis, il y a quand même un petit problème. Donc il faut faire, clairement, c'est un de nos enjeux, il va falloir qu'on fasse le lien entre bio, naturel et santé pour les consommateurs. Bon, je ne vais pas passer en revue tous les indicateurs qui sont encourageants, je vous l'ai dit. Les secteurs au-delà de l'alimentaire sont en train de décoller aussi dans la bio. Nous, on le voit au niveau des produits de santé, au niveau de la pharmacie, avec les produits bio qui vont beaucoup plus vite que les compléments alimentaires, lesquels compléments alimentaires vont encore beaucoup plus vite que les produits OTC. Potentiel de croissance sur l'e-commerce, c'est ce que je viens de vous dire, et les circuits courts. Base de consommateurs qui s'élargit bien sûr, notamment chez les jeunes. Autosuffisance en produits bio qui se développe grâce à la conversion des parcelles. La bio qui correspond à de nombreuses attentes de consommateurs, absence de pesticides, les allergènes, les perturbateurs endocriniens, toutes ces alertes-là ramènent le consommateur vers la bio. Et puis les ministres européens de l'agriculture qui commencent à mettre enfin des plans d'action en place pour faire évoluer la disponibilité de produits bio. Forte perspective de croissance. Didier vous a montré tout à l'heure qu'on était à environ 14 milliards d'euros. On parle toujours hors textile, hein, c'est essentiellement alimentaire, produits de santé et cosmétiques. On prévoit en 2027, donc c'est à échéance, c'est dans 5 ans, 6 ans, 20 milliards d'euros, toujours hors textile. De là, on est arrivé à, en fait, 4 enjeux. Alors, ça n'a pas été facile de déterminer 4 enjeux, parce qu'il y en a en fait beaucoup plus, mais ce sont des enjeux, on va dire, j'ai tendance à dire que c'est des poupées russes, en fait, les enjeux. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un enjeu, vous en trouvez un autre, et donc c'est quelque chose d'assez complexe à présenter, parce que je pense qu'on pourrait y passer énormément de temps. Excusez-moi, je me reviens. Ah, voilà. Oui, j'ai mes anti-sèches quand même, je suis désolé. Donc préserver, le premier enjeu, c'est préserver les fondamentaux de la bio. La bio, c'est historiquement une vision de société vertueuse, animée par une économie qui crée de la valeur sans détruire l'environnement, évidemment, qui motive tous les acteurs de la filière qui ont du sens, par des activités qui ont du sens, que ce soit la production, que ce soit la transformation, que ce soit la distribution, et solidairement dans l'intérêt de tous sur la durée. Donc ça, c'est le B.A.B.A., c'est le fondamental de la bio, c'est ce qui nous anime. Au cœur de la bio, il y a donc un set de valeurs qui est totalement inaliénable et qui sont matérialisées en particulier par le cahier des charges des labels que vous connaissez tous, mais notamment les labels, on va dire, historiques, que sont AB ou Cosme Bio, par exemple. Ces labels sont très exigeants, je le reconnais. Ils ne sont pas ouverts à tout le monde, quelque part. On ne peut pas y passer comme ça. Mais par contre, ils sont absolument nécessaires et on ne peut pas les diluer. Et là, je mets le doigt sur un enjeu, c'est qu'on a un gros risque en ce moment parce qu'il y a toute une pléthore de nouveaux labels ou de pseudo-labels qui commencent à sortir et qui commencent à faciliter les choses, je dirais presque d'une manière communautaire. Alors un coup, c'est pour les éleveurs de poulets, un coup, c'est pour l'amont, un coup, c'est pour l'aval, un coup, c'est pour une filière. Mais on est en train de diluer la valeur des labels bio parce qu'on est en train d'en développer de nouveaux qui facilitent l'accès à la bio. De temps en temps, c'est pour la distribution, de temps en temps, c'est pour la production. Et cette dilution est un problème qu'on veut absolument tacler. Il est clair que, comme je vous le disais, ce cahier des charges, pour l'alimentaire comme pour l'alimentaire, pour le non-alimentaire, pardon, doit être cadré. Il l'est. Et Antoine de Biolinéaire le sait. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article dans le dernier Biolinéaire qui montre que les labels historiques sont historiquement protégés, cadrés,
sérieux, pris au sérieux, et il faut se cramponner sur ces labels historiques. Il ne faut pas aller se partir sur des choses qui n'ont plus rien à voir et qui ne prennent pas toutes ces valeurs ensemble. En fait, le problème de ces nouvelles appellations ou de ces nouveaux labels, c'est que ça prend une partie des valeurs et ça ne prend pas toutes les valeurs dans leur ensemble. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vous attacher uniquement aux produits, et à mon avis, vous pouvez faire des produits bio à peu près n'importe où dans le monde. Mais dans les valeurs historiques des labels, on doit prendre le produit, on doit prendre l'impact sur l'environnement, on doit prendre l'impact sur la santé, on doit prendre l'impact sur le social. Et ces labels historiques, on va dire, prennent en compte toutes ces valeurs. Valoriser les impacts positifs des filières bio. Les filières bio sont récentes et on ne les connaît pas bien et on n'en a pas encore parlé en détail. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore beaucoup communiqué. Pour le moment, la bio était souvent sur la défensive. Maintenant, il serait peut-être question de dire exactement ce que fait la bio, ce que ça fait au niveau de l'alimentation, ce que ça fait au niveau de la santé, ce que ça fait au niveau de l'environnement. Et pour ce faire, nous faisons appel déjà à un certain nombre d'instituts scientifiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la bio n'est pas contradictoire avec la science et on va s'appuyer sur un certain nombre de données scientifiques qui sont déjà connues, mais dont on ne parle pas beaucoup. On va aussi vulgariser le résultat de ces études. C'est de la communication, j'y reviendrai dans une seconde. Et puis on va expliquer que, effectivement, les filières bio, contrairement à ce que certains peuvent penser, et en tout cas, comme c'est démontré déjà en France, les filières bio pourraient nourrir le monde. Il y a plein de gens qui disent qu'effectivement, le bio, c'est réservé à une certaine élite et que si on transformait tout en bio, une partie de la population ne pourrait pas manger. On a la preuve de l'inverse. Troisième enjeu, représenter toute la diversité des acteurs de la bio. Ça aussi, c'est super important. C'est-à-dire qu'on a une espèce de vision à 360 degrés de la bio. La bio, ce n'est pas uniquement l'agriculture, ce n'est pas uniquement l'alimentaire. Ça ne se limite pas à une filière, c'est une pensée qui doit être transversale, qui doit être amont et aval, qui doit passer par les produits alimentaires, mais aussi par les produits non alimentaires. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et j'avouerai que je rajouterai un sous-paragraphe à ça, c'est que même si la France est excellente en termes d'agriculture, et notamment d'agriculture bio, je pense qu'on a aussi des exemples à prendre dans d'autres pays d'Europe, et que, par définition, on est obligé de travailler avec nos voisins européens. On ne peut pas considérer la bio uniquement au niveau français, on est obligé de la considérer au niveau européen, un peu comme la législation. La législation, maintenant, au niveau européen, se fait essentiellement à Bruxelles. Au niveau de la bio, c'est pareil, on est obligé de travailler au niveau européen. Oups. Quatrième enjeu, développer une communication et un plaidoyer efficace face à la multiplication des allégations et des labels. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous sommes persuadés, au sein de la bio, que la bio est évidente, comme je vous disais, que ce soit au niveau santé, au niveau environnemental, au niveau sociétal. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas bien savoir. Et donc, il faut qu'on développe une communication professionnelle étayée par des faits très scientifiques pour montrer que la bio est quelque chose de, j'allais dire de naturel, évidemment que c'est naturel, mais que c'est une évidence, que c'est un truc, ça devrait nous tomber dans l'esprit naturellement, on va dire. Donc il faut qu'on renforce la communication sur la solidité des labels, les labels traditionnels dont je vous parlais, et puis il faut qu'on développe aussi des études comparatives par rapport à ce qui se fait en dehors de ces labels bio, pour montrer que l'évidence fait que les labels bio sont meilleurs. Là-dessus, je repasse la parole à Pierrick. Merci. Je vais prendre ton petit... Je vais prendre la petite zapette après. Donc, avant les échanges, les questions, je vais amener en tout cas quelques réponses de la Maison de la Bio à ces enjeux, les enjeux qu'a présenté Philippe, suite au contexte qu'a présenté Didier. On s'est donné donc 4 missions. La première, c'est de parler d'une seule et même voix. On souhaite devenir l'interlocuteur privilégié des institutions et des médias pour défendre et faire valoir
les valeurs de la bio. La mission numéro 2, c'est favoriser les progrès techniques en centralisant et en diffusant de l'information. La mission numéro 3 de mutualisation des compétences et la mission numéro 4, animer des missions transversales en construisant des filières durables et équitables et en se dotant d'une vision commune de la RSE. Donc là, concrètement, on veut dire ce qu'on fait. Donc on va y revenir, mais notamment en créant un centre de ressources, en étant un centre de ressources, en finançant ou en analysant les études et prospectives existantes, et aussi faire ce qu'on dit. En ayant des échanges internes, donc notamment sur les 2 grands chantiers qui nous intéressent et qui intéressent nos adhérents, c'est-à-dire les filières et la RSE, donc faire évoluer les entreprises dans des pratiques à responsabilité sociale, donc aller plus loin que le cahier des charges bio, et la constitution de filières, effectivement, en ayant tout le monde autour de la table, tous les acteurs, toutes les entreprises à 360 degrés, on doit pouvoir échanger sur des filières équitables sûrement, voire aller encore un peu plus loin. Donc la feuille de route, 1, c'est parler d'une seule voix. Donc Philippe en a parlé pas mal sur la banalisation du bio. En tout cas, on sent qu'on est dans un monde assez complexe. Il y a beaucoup d'instances pour un petit monde. La bio est un petit monde, on a des syndicats, il y a beaucoup de monde. L'idée, c'est d'être cet interlocuteur-là et de combler un peu une sous-représentation de la bio. On voit bien aujourd'hui que c'est un peu le conventionnel qui parle pour le bio. Donc en gros, les messages passés, c'est arrêtons les conversions, le marché est saturé. On en a vu d'autres. Le marché n'est pas saturé. En tout cas, c'est certainement conjoncturellement, il y a un passage à passer. Et donc justement, c'est maintenant qu'on a besoin des politiques publiques pour stimuler la demande et accompagner ce passage un peu compliqué, mais qu'on a connu dans les années passées. C'est une question de frottement entre le temps de conversion qui dure de 3 à 5 ans et les fluctuations de marché amplifiées par le Covid, où l'analyse de la demande est quand même assez compliquée. Donc, en action spécifique, on finance une étude prospective avec le CREDOC et AND International. Les résultats seront révélés en février-mars de l'année prochaine. En tout cas, une grande étude qui a pour ambition de parler de la bio, mais de toute la bio, donc cosmétique et diététique comprises. On va en tout cas avoir de l'ambition, en tout cas, à porter notre voix en vue des présidentielles et aussi dans le plan ambition bio, action bio, j'allais dire. Donc c'est vrai qu'il faudrait que ça passe de l'ambition à l'action. Donc on va demander à renommer ce plan pour devenir le plan action bio, ce serait bien. Réaffirmer les fondamentaux de la bio et ses impacts positifs. Donc des études existent. Il y a pas mal d'études sur la bio, sauf que on a du mal à les compiler, à les analyser, notamment pour des questions de financement. La bio est sous-financée par rapport à ce qu'elle pèse. Et donc, ce qu'on s'est dit, la première action qu'on a eue, c'est de se rapprocher de l'ITAB. Alors, on n'était pas très éloigné, mais en tout cas de contacter l'ITAB pour nouer un partenariat et financer, parce que les pouvoirs publics le font peut-être pas suffisamment. Donc les entreprises se sont dit que c'était peut-être à nous d'avoir un impact aussi à cet endroit-là. Et donc l'ITAB va nous accompagner, appuyer pour émettre des faits scientifiques aux allégations et à tout ce qu'on pourra dire demain sur la bio. Et la deuxième chose, structurer un comité éthique. L'idée, c'est d'avoir un comité. Alors, il est dans les statuts de la Maison de la Bio. Pour le coup, c'est encore en projet. Mais l'idée, c'est d'être toujours dans l'amélioration continue, des progrès techniques, mais aussi scientifiques. En tout cas, avoir un regard sur ce qu'on dit et ce qu'on fait, un regard extérieur de personnes indépendantes, sachantes, qui pourraient nous aider et qui pourront nous aider à mieux parler et à mieux faire. Concrétiser alors les engagements RSE et environnementaux et sociaux. Alors pour le coup, un syndicat de la Maison de la Bio a beaucoup avancé sur ce sujet-là, c'est le Synabio avec le label Bio Entreprise Durable.
C'est un label qui existe depuis de nombreuses années maintenant, qui s'est développé au sein des différents adhérents du Synabio, hein, que ce soit transformateur ou distributeur. Et l'idée, c'est que ce label bio-entreprise durable devienne le label de la profession bio et de l'ensemble des acteurs de la bio. Donc, le chantier est ouvert avec les distributeurs, avec le Synadis, et aussi avec Cosme Bio, pour adapter ce label bio-ED aux différents contextes des différentes entreprises. La RSE dans un magasin est évidemment pas la même que dans une entreprise de cosmétiques ou un transformateur alimentaire. Donc pour conclure un petit peu ce point-là, donc un marché bio, donc un secteur prometteur, il n'y a pas de raison que le marché n'atteigne pas 10 à 15% de la consommation en France. Beaucoup de défis à relever dans un contexte mouvant, beaucoup d'entreprises, et donc un besoin de porter notre voix et notre voix, alors voix VOX et voix VOIE, pour cette bio-projet de société, alors à la fois exigeante, je l'ai dit au début, donc oui, on a de l'ambition, on a de l'exigence, mais aussi ouverte. Aujourd'hui, c'est un conseil d'administration à 12 sièges et 6 sont occupés. Donc on est très très ouvert à ce que ces 6 sièges vides se remplissent avec tous les syndicats et les instances et les représentations professionnelles qui auront envie de défendre ces différents points-là. S'inscrire dans un processus d'amélioration continue. Et l'autre point, c'est valoriser la bio comme vecteur indispensable de la transition écologique et alimentaire. Et là, j'insiste un peu sur ce point de banalisation. C'est que tout doucement, on sent que pour les pouvoirs publics, la bio aurait un rôle de moins en moins important à cet endroit-là. Et notamment, c'est perceptible dans la question de la proportionnalité des aides. Donc c'est un des sujets qui nous mobilise en tout cas. Aujourd'hui, la bio c'est 6% de l'alimentation, 10% de la production agricole, et c'est 2 à 3% des aides, toutes aides confondues. Et je ne fais pas un débat sur la PAC ou autre, mais toutes aides confondues. Les CVO, voilà, la bio est sous-alimentée en financement par rapport. Donc en gros, aujourd'hui, le monde de la bio finance le conventionnel. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que c'est un minima, ce soit équilibré, voire comme dans certains pays, inversé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi le conventionnel ne paierait pas la bio, au sens qu'elle est vertueuse et qu'elle a un impact. Donc nous, on va jouer un rôle à cet endroit-là. Et donc, prochain rendez-vous, avant vos questions, je vous laisse lire, mais on a le salon Natexpo la semaine prochaine, ça arrive vite. Et ensuite, les résultats de l'étude, comme je vous disais, l'étude prospective, première étude de la Maison de la Bio, sur 5 ans, donc qui sera présentée en février-mars 2022. On aurait aimé les avoir à Natexpo, mais il fallait mouliner quand même. Il y a beaucoup de chiffres à aller chercher, et pour le coup, c'est vrai, dans la bio, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc on est ouvert à toutes vos questions. Tous les 6, on est tous là pour répondre selon vos questions. Bonjour à tous, Julia Commandeur pour FLD, Groupe Réussir. 2 petites questions. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de la Maison de la Bio, notamment en termes financiers? Et deuxième question, du coup, je ne vois pas trop comment vous allez vous organiser vis-à-vis de l'agence bio. Voilà, si vous pouvez préciser. Alors, je vais répondre. Alors, le financement et articulation avec l'agence bio. Donc, le financement... Donc, comme je vous le disais, l'impulsion vient de Natex Bio. Natex Bio est organisateur du salon Natexpo. Natexpo est le salon de la bio, des acteurs de la bio depuis de nombreuses années. Donc, ce salon crée de la richesse, crée de la valeur, et donc on a cette base solide de financement, de financement provenant de Natexpo pour au moins lancer la Maison de la Bio. Et l'autre partie, c'est des cotisations. Donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. C'est d'arriver à faire en sorte que
les cotisations des différents syndicats complémentaires viennent financer la maison de la bio. Donc là, on est en lancement, il faut un peu payer pour voir, donc il faut aussi qu'on fasse la preuve de cette utilité. Donc là, on articule les choses. En tout cas, l'ambition, c'est d'avoir des financements issus des entreprises, directement ou indirectement, par le salon ou pas, pour être indépendant et avoir une liberté de ton et liberté de parole. C'est ce qui nous... en tout cas, non, pas à court terme. Après, on ne peut jamais dire jamais. Si on a envie de nous aider, on sera peut-être ouvert à l'écoute, mais en tout cas, on ne va pas les chercher, ça c'est sûr. On ne va pas les chercher, et en tout cas, encore une fois, ça ne sera pas sous condition de... Oui, mais ce sera sous condition qu'on reste libre. Voilà. Et ça peut faire un peu le pont avec l'agence bio, l'articulation avec l'agence bio, qui est une structure rattachée au ministère de l'Agriculture, et donc qui a pour rôle de défendre le bio, et je dis bien le bio, c'est-à-dire de donner des chiffres et de défendre toutes les bio, tous les circuits, faire en sorte que le bio se développe, et elle a son rôle, cette agence. Voilà, nous, on représente les entreprises de la bio, et donc je ne vais pas refaire toute la présentation, mais et surtout aussi d'avoir cette liberté de ton vis-à-vis aussi des pouvoirs publics. Je pense on pense en tout cas que c'est important d'avoir une instance qui soit qui puisse aussi un peu gratter à certains endroits. Si je peux rajouter un truc, on s'est aperçu dans nos différentes discussions, notamment avec l'ITABLE, qu'il y a pas mal de chiffres qui seraient très intéressants de mettre sur la place publique et qui ne sont pas sur la place publique parce que ils arrangent pas forcément un certain nombre d'interlocuteurs qui sont autour de la table, par exemple, de l'agence bio. Donc on n'en parle pas ou on en fait peu de cas. Et il est clair que, comme vient de le dire Pierrick, notre indépendance est le mot-clé pour pouvoir parler de manière indépendante et mettre en évidence tous les chiffres scientifiques, y compris ceux qui grattent un peu. Il faut savoir qu'avec l'agence bio, on travaille main dans la main. D'ailleurs, normalement, on avait invité la directrice aujourd'hui de l'agence bio, le président. On était la semaine dernière avec Pierrick pour fêter les 20 ans de l'agence bio. On est en partenariat, il ne faut pas imaginer. Et je pense que chacun de son côté, on amène dans la profession avec ses missions qu'elle a et nos missions qu'on a évoquées nous. J'en profiterai juste pour présenter peut-être Lucie, qui est notre déléguée générale, parce qu'aujourd'hui, on parle de, vous nous posez la question de notre structure. On a une déléguée générale qui est là et qui bosse avec nous. On n'est pas que elle est là. Présente aujourd'hui pour montrer son visage derrière vous, pour montrer qu'on a une petite équipe qui se met en place. Lucie Tamé. Je voulais dire, en tant que vice-président de l'agence bio, je témoigne qu'on travaille main dans la main. Je le touche. Bonjour, Camille Harel pour LSA. Moi, j'avais une question sur la structure du coup de la maison de la bio. Vous n'intégrez que les professionnels spécialistes de la bio, premièrement. Et après, vous avez indiqué qu'il y avait 12 sièges. 6 étaient occupés. Les 6 autres, vous les ouvrez à qui quand vous dites que vous êtes ouvert à d'autres intervenants? Alors, on est en phase, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. On part forcément des fondateurs et le choix qu'on a fait, c'est d'élargir par cercle de proximité. Donc pour l'instant, on discute beaucoup avec les labels de commerce équitable, on discute avec la FNAB, ils sont en passe de devenir adhérents, on discute avec la FNAB, évidemment on souhaiterait que la FNAB soit au sein de la maison de la bio. Donc on va démarrer comme ça, mais comme je vous le disais, il n'y a pas c'est pas une chasse gardée, comment le dire autrement, c'est pas un outil de protection d'un marché historique qu'on ne veut pas voir mis à la concurrence ou autre. C'est clair. C'est un lieu où on doit parler de la bio, cette bio exigeante, donc effectivement qui garde à minima ce qui a été porté depuis le début, c'est-à-dire un cahier des charges exigeant, et qui va vers de la RSE, du commerce équitable, des filières équitables, etc. Et donc, comme je vous le disais, si la FNSEA, la FCD, la FCA ont demain envie de rentrer, alors
il y aura il y a des contraintes, il faudra qu'ils signent les ambitions, qu'ils aient des ambitions. On a eu notamment une logique qui est un effet, on a nommé ça l'effet cliquet, c'est de dire que les personnes qui rentrent, enfin les syndicats ou les différentes structures qui rentrent dans la maison de la bio se doivent de faire progresser la bio dans leur syndicat. Et il ne peut pas y avoir de décroissance de la bio, donc il doit y avoir un engagement à aller vers de plus en plus de bio et travailler dans les différents groupes, aller vers la RSE, etc. Mais sous condition de cette exigence, pour nous qui est assez basique, c'est ouvert et on sera ravis effectivement d'avoir le plus de représentants du marché possible. Voilà. En tant que distributeur, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer à long terme la maison de la bio 155% du marché. Ça, c'est évident. Si je peux rajouter une chose, au départ, on avait pensé que la maison de la bio est un mouvement, c'est-à-dire un mouvement qui va vers un objectif de société vertueuse, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et on a défini que pour arriver à cette société vertueuse, il fallait passer par un certain nombre et défendre un certain nombre de valeurs. Donc ça, c'est le fil rouge, c'est aussi le filtre qui fait qu'on permet aux gens de rentrer ou de ne pas rentrer. Pour aller encore plus dans le sens de Pierrick, je représente au sein de la maison de la bio le Synadiet. Le Synadiet, c'est les compléments alimentaires. Je pense que vous êtes nombreux à savoir qu'une majorité des compléments alimentaires ne sont pas certifiés bio. Et donc cet effet cliquet est fondamental pour nous parce que ça veut dire qu'on doit avoir à peu près 25% du chiffre d'affaires de nos adhérents. On représente à peu près 80% des adhérents du complément alimentaire. Il faut absolument qu'on progresse et qu'on passe de 25 à 30, 40, 50. Mais ça veut dire aussi qu'à l'entrée et autour de la table, il n'y a pas que des gens qui sont déjà complètement convertis. Ce n'est pas une forteresse de la bio. C'est une maison ouverte pour que des gens qui veulent aller vers la bio et qui veulent aller vers cette société vertueuse, que ce soit en termes de commerce, de social, d'environnement, puissent rentrer. Et donc, c'est pour ça qu'on est à la fois exigeant, mais ouvert. Oui, bonjour, Hanyu Noriko, journaliste pour la presse japonaise, notamment de Agrio. Quel est le statut juridique de la maison de la bio? Est-ce que c'est une association? S'il y a des places vacantes encore au sein du conseil d'administration, ça veut dire que, si j'ai bien compris, vous n'avez pas encore fait l'assemblée générale si c'était une association, ou alors est-ce que vous avez déposé à la préfecture, ou alors quel est votre statut? Est-ce que voilà. Et ça c'est la première question. Et la deuxième question, oui. Alors donc à la réponse que Monsieur Labatte a dit tout à l'heure. Alors si vous acceptez des gens qui ne sont pas encore complètement convertis à la bio, est-ce qu'il y a des risques que les gens, que les adhérents qui ne sont pas complètement convertis à la bio disent « Ah, moi, nous sommes membres de la maison de la bio ». Donc, ça, c'est une sorte de garantie. Ça peut donner des garanties. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Alors, déjà, répondre. Alors, c'est une association. Les statuts ont été déposés en mars de l'année de mars 2020. 21. Ouais, c'était pas si lointain que ça. Donc oui, elle existe, elle a une vie juridique avec une assemblée générale, etc. Donc c'est un modèle associatif. Et après, alors, enfin, peut-être que demain la maison de la bio sera une caution ou un label pour des syndicats qui seraient dans la bio. À la limite, tant mieux. Dans l'absolu, tant mieux si ça leur permet de progresser. Ensuite. Un des axes d'entrée quand même, c'est que les adhérents soient à l'aise avec les communications de la maison de la bio. Et bon, il y a des choses qu'on a dites jusque-là. Je ne suis pas sûr que tous les syndicats conventionnels soient très à l'aise avec ce qu'on a pu dire. Et demain, certainement aussi. En tout cas, ce sera un vrai sujet, à mon avis, à notre avis. La prise de parole de la maison de la bio, il faudra que tous les adhérents soient à l'aise avec. Et donc, voilà, je pense que ce sera un garde-fou.
Oui, non, mais juste par rapport à votre question précise sur effectivement ces adhérents qui ne sont majoritairement pas encore bio, c'est sûr qu'on ne va pas les empêcher de revendiquer le fait qu'ils font partie de la maison de la bio. Je vous donne un exemple. À Natexpo, si vous allez sur le stand de Synadiète, par exemple, vous aurez un signe qui dit membre administrateur de la maison de la bio. Mais ce n'est pas vraiment une allégation ou une revendication, c'est juste une indication en disant le Synadiète est apparenté à la bio et adhère aux valeurs qui sont défendues par la maison de la bio. C'est pas un label. Ce qu'on peut dire, parce que pour compléter peut-être, aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine d'organisations dans notre secteur bio qui peuvent faire partie, qu'on a identifiées pour le secteur. Entre le vin bio et les différents textiles, il y a d'autres activités qui peuvent rejoindre. C'est ça qu'il faut préciser, ça va être le cœur du réacteur de la maison de la bio. Quand on parlait de 12 conseils d'administration et administrateurs, pour être administrateur, il faut avoir quand même une grosse partie de ces activités en bio, ça me va de soi. Hein. Sinon, ça ne s'appelle pas maison de la bio. Oui, Pascal Solana, Culture Bio, le magazine de Biocop. J'ai 2 questions. Vous avez parlé de dilution de la bio aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple précis de choses qui diluent aujourd'hui la bio, enfin les labels bio? Et puis la deuxième question, est-ce que vous avez commencé à réfléchir à ce que vous demanderiez à un président? Quelle serait la première mesure, l'urgence? Déjà, j'ai dit tout à l'heure, rassurer le consommateur. Alors, vous savez qu'on parle de beaucoup d'éco-score. D'ailleurs, même au journal de France 2, hier soir, on a parlé d'éco-score. Vous le savez qu'aujourd'hui, le consommateur a besoin de savoir, avoir plus d'informations. Vous voyez tous les démarches qui ont été entamées par Yuka, par d'autres structures, et qu'aujourd'hui, avec l'ITAB, justement, au niveau technique, on est en train, nous, de mettre en place un Planet Score. Enfin, nous, la profession, d'ailleurs soutenue par plein d'ONG, le WWF, etc., Greenpeace, et même Que Choisir, soutiennent cette démarche où on donne plus de vérité aux consommateurs, où on explique l'impact qu'a aujourd'hui les engrais chimiques et pesticides et toutes ces choses-là. Je l'ai dit, aujourd'hui qu'il y a des charges bio, on a interdiction d'utiliser les pesticides, OGM, etc. Donc tout ça, ça rentre dans la compétition d'autres productions. On n'est pas à la course intensive de produire plus de kilos de chair à 1 mètre carré, c'est à produire avec tous les impacts négatifs sur l'environnement et sur la biodiversité, etc. Donc ça fait partie d'un gros sujet sur lequel on travaille et qui réunit beaucoup la profession, et c'est dans les semaines et dans les mois qui viennent que ça va avoir un impact. Ça, c'est très important. Voilà. Après, un président, alors les écuries présidentielles sont en train de se mettre en place. On est en train de construire un plaidoyer sur lequel on va demander des aides et d'accompagnement. Vous avez vu tout à l'heure les surfaces agricoles. Déjà, notre ministre de l'Agriculture a donné un cap à 18% d'objectifs de surface agricole cultivée en bio. S'il y a des cultivés en bio, il va y avoir de la consommation. Et on veut faire accompagner la consommation. Donc, on veut un soutien sur la communication. Et d'ailleurs, on défend même au niveau de l'agence bio, parce que c'est l'agence bio qui a cet axe de promotion de cette communication grand public sur ce sujet-là. Mais nous, au niveau de la maison de la bio, on amènera notre contribution aussi sur ces messages-là. Voilà, sur les 2 premières questions, peut-être Romain va... Non, juste pour préciser une chose en ce qui concerne la maison de la bio et justement ses labels et ses risques de dilution. C'est vrai que ça n'a pas été finalement très compliqué de se réunir et de créer la maison de la bio, parce qu'en fait, on était tous réunis autour de différents labels. Le label d'agriculture biologique, bien sûr, et le label Cosmébio. Et finalement, c'est la certification qui faisait partie des éléments qui nous ont permis facilement de nous réunir. Et finalement, quand on parle d'une maison qui a vocation à être une maison ouverte et exigeante, la première des exigences, c'est évidemment cette certification. En ce qui concerne l'ouverture, il paraît tout à fait évident que le but qui nous anime, c'est un but d'éviter toute forme de confusion en ce qui concerne la naturalité, le bio, l'évocation. Je dirais même, pour parler une seconde de Cosmébio, que la création du label Cosmébio, il y a maintenant près de 20 ans, la création du label Cosmébio était une sorte de rempart simple et clair permettant d'éviter une confusion dans l'esprit du consommateur. Il ne s'agissait pas simplement pour la cosmétique d'alléguer du bio, de sentir la nature, d'alléguer une quelconque naturalité, mais il s'agissait de rentrer dans les logiques scientifiques, je le dis bien scientifiques, de certification.
Et je dirais que ce départ a permis une partie du succès de Cosmébio, de la cosmétique biologique. C'est comme ça qu'on s'est aperçu, par exemple, que dans la liste noire des produits figurait le parabène du côté de la cosmétique biologique, par exemple, ou le phénoxyéthanol, ou tous ces produits-là. Et en fait, si vous voulez, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un tonneau des Danaïdes. Enfin, il y a une dimension de mythe de Sisyphe, c'est-à-dire que c'est un éternel recommencement contre une valeur qui est une valeur qui nous touche tous, qui est celle de la véritable naturalité, c'est-à-dire celle de la cosmétique certifiée, de l'agriculture certifiée, des compléments alimentaires certifiés et de la distribution qui a vraiment des valeurs en rapport avec la certification et donc le bio. Si on parle de distribution biologique, évidemment, on a un pourcentage de produits issus de l'agriculture biologique ou certifiés en tout cas, qui est très élevé, 95%, sauf grossière erreur de ma part, les choses peuvent changer. Mais pour dire les choses simplement, aujourd'hui, comme toujours, il y a toujours un certain nombre de labels qui essayent de créer la confusion. Et ça a été le cas pour la norme 16128. Aujourd'hui, vous voyez des produits cosmétiques avec des pourcentages d'ingrédients d'origine naturelle, alors que l'eau est naturelle et n'apporte strictement rien. Vous avez aussi des labels, est-ce qu'on ose le dire? Est-ce que sans pesticides, ça suffit? De mon simple point de vue, ça ne suffit pas. Et si vous voulez, s'agissant de tous ces labels-là, ils créent une forme de confusion qui, en fait, doit être combattue. Je dirais même, et c'est peut-être un peu le but, à mon avis, de cette conférence de presse, qui doit être combattue avec votre aide de journalistes. Parce que parfois, revenir aux fondamentaux sur ces sujets-là, c'est éviter une confusion qui est finalement très utile pour des industriels qui veulent bénéficier de l'image positive de la bio sans payer le moindre sou et sans qu'on rentre dans leur compte, sans qu'on donne de la traçabilité. Puisque la certification, c'est ça. La certification, c'est payer une espèce de petite police privée qui vient chez vous, qui regarde vos formules quand il s'agit, vos recettes, qui regarde toutes ces choses-là, et on la paye, et ça coûte cher, mais parce que ça donne une certaine garantie. Voilà. Et s'extraire de ces garanties-là, ça fait partie des risques qu'on rencontre aujourd'hui, qu'on a toujours rencontrés, mais à mesure que la bio a grossi, eh bien, je dirais que sa valeur, son butin presque, comme pour certains d'entre eux, est en quelque sorte convoité par des passagers clandestins de la bio. Voilà, si je devais résumer de ce point de vue-là. Maintenant, s'il y avait une mesure essentielle à demander, il y a eu un certain nombre de rapports. Je vous invite à lire le rapport de Corinne Lepage, par exemple, à la demande de Ségolène Royal, qui proposait un certain nombre de mesures, d'incitation fiscale notamment, qui permettraient, par exemple, de prendre en compte les externalités. Avoir une bio avec une TVA réduite, par exemple, ça me paraît être la moindre des choses. Donc, à titre personnel, je n'engage pas toute la maison de la bio, la parole est diverse, mais à titre personnel, je pense que les produits certifiés devraient bénéficier d'une incitation. Ça me paraît être la moindre des choses. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci Didier. C'est bien, on va faire une table ronde. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore fait cet exercice de se poser, et puis chacun aura des idées. Pour rebondir un peu sur ce que disait Romain, je pense qu'on partage tous ce point de vue-là. Pourquoi on est là? On a vraiment cette inquiétude, et on va redire les mots. Tu disais sans résidus de pesticides, c'est ça le terme exact, parce qu'en fait, il y a des pesticides dans la production, pas dans le résidu. Il y a un truc qui est choquant pour nous. Il y a une étude qui a été faite, je crois que c'est la semaine dernière, enfin en tout cas les résultats sont arrivés la semaine dernière, WWF, Greenpeace, Que Choisir, pareil, pour expliquer exactement, c'est-à-dire que les mecs ont fait des études scientifiques pour expliquer qu'effectivement ces labels-là n'ont aucun impact écologique sérieux. Non vérifié, je ne sais plus les termes exacts, mais impact non vérifié et non impactant par rapport à la bio qui est meilleure sur tous les critères. Cette étude-là, elle est parue dans très très peu de magazines pour revenir sur le point de Romain, ça. Nous, ce qu'on attend d'un président, à mon sens, c'est déjà en fait que, d'un point de vue philosophique, en fait, ils prennent position. C'est-à-dire qu'effectivement, la bio, et c'est prouvé par des études scientifiques, pas suffisamment, encore une fois, c'est des organismes, c'est associations et organismes privés qui font ces études-là, ce n'est pas des scientifiques. Donc il y a quand même un vrai sujet de financement des études sur la partie alimentaire. Passons. Donc en fait, ils prennent une vraie position en disant, en fait, la bio, effectivement, d'après tout ce qu'on a comme information, est l'outil d'agriculture qui est le plus impactant pour l'environnement, et on a besoin de faire cette transformation-là, donc on le pousse, à contrario de ce qu'on a identifié comme étant non pertinent, ceux que j'ai cités précédemment, ben on ne les pousse pas. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est fait.
Donc il y a plein de choses qu'on pourra améliorer. Le Planet Score est indéniable en termes d'impact. Et d'ailleurs, ça illustre ce sujet-là, parce que dans le Planet Score, ça fait remonter justement l'impact de la bio. Mais le vrai sujet, c'est que philosophiquement, on prend une position et que derrière, en fait, la politique en découle. Aujourd'hui, on n'y est pas, même sur le premier point, qui est de dire je suis clair sur ce qui a un impact sur la transition écologique et alimentaire, et je sais le pousser, et je sais décliner les actions qui vont derrière. Oui, moi j'avais une question, Antoine Lemaire du magazine Biolinaire. J'entendais hier matin sur RTL un journaliste qui stipulait que de manger bio n'apportait rien sur la santé. Donc ça m'a un peu hérissé les cheveux, même s'il m'en reste plus beaucoup. Et je voulais savoir comment la Maison de la Bio, en relation aussi avec l'Agence Bio, vous allez vous organiser pour essayer de mettre peut-être une veille médiatique quand on dit des choses qui ne sont pas toujours bien vérifiées, parce qu'il faudrait le réécouter, où là, effectivement, il y a eu quelques imprécisions. Ça, c'était la première question. Puis je voulais savoir les relations au niveau de la Maison de la Bio et peut-être sur le plan européen. Est-ce que vous avez d'autres ambitions, peut-être de rassemblement avec d'autres organisations sur le plan européen? Déjà, sur la première, sur la première question, c'est... On est dans une démocratie, chacun a le droit de parole, s'exprimer. On en a des gens qui sont virulents contre la bio, on ne sait pas pourquoi. Enfin, des fois, on devine quand même un petit peu. Il y a des intentions malveillantes qu'on a. Ça fait partie des choses qu'on entend parfois. D'ailleurs, je ne sais pas sur quelle connaissances scientifiques il s'est appuyé, parce que nous, on a d'autres connaissances, notamment Nutri-Score, vous connaissez tous le travail qui a été fait là-dessus, qui a démontré de façon évidente que la richesse nutritionnelle en matière sèche, les produits bio sont beaucoup plus riches que le conventionnel. Ça, on en a démontré à plusieurs reprises. Donc, il faut les reprendre, il faut qu'on continue à communiquer et qu'on soutienne encore, comme l'a dit tout à l'heure Pierrick, sur l'ITAB et les éléments probants qui vont montrer que l'alimentation, le fait de cultiver et de produire en bio, on a plus d'éléments nutritifs. Ça, il faut qu'on arrive à le développer. Et puis sur le deuxième volet que tu disais, c'était sur les organisations. Mais pour l'instant, déjà, on va commencer au niveau de la France. Et c'est vrai qu'on a des ponts avec la Belgique, avec l'Espagne, avec d'autres pays proches, parce que je crois qu'il y a une structure qui existe, qui connaissez tous, qui est l'IFOAM mondial. D'ailleurs, il y a eu le congrès mondial dernièrement en France, je le rappelle, qu'un Marraine, qu'on a organisé, nous Français. Il y a IFOAM Europe, des partenaires avec qui on bosse, et puis il faut qu'on arrive à développer des partenariats avec d'autres entreprises. On va montrer aussi, on a été les premiers à montrer l'exemple d'une certification bio en Europe, et notre cahier des charges a servi pour l'Europe, et peut-être là aussi c'est l'exemple que la France va montrer, que les entrepreneurs, nos entrepreneurs du secteur puissent se lier, et on a déjà des contacts avec la Belgique, avec l'Espagne et d'autres organisations. Si je peux rebondir sur ta première question, moi j'ai deux principes. Le premier, c'est qu'il ne faut pas souffler sur des braises qui ne le méritent pas et qui ne sont pas effectivement soutenues par des évidences scientifiques. Pourquoi leur donner de la visibilité? Les gens ont dit ça, mais bon, c'est un journaliste, effectivement. On peut jouer au ping-pong et puis se renvoyer la balle comme ça. Je pense que ça ne le mérite pas. Le vrai juge de paix, en fait, c'est le consommateur. Et c'est les statistiques que je vous ai montrées tout à l'heure. Si le consommateur continue à penser que qui dit bio, dit vraie naturalité et dit donc santé, les chiffres vont continuer à progresser. Tant que les statistiques progressent, que les jeunes qui se renseignent s'intéressent de plus en plus à la bio, que les segments de population qui sont les plus sensibles à ça, tout à l'heure je vous parlais des mères de famille, des mamans qui s'intéressent à ça et continuent à progresser et à s'intéresser à la bio, il suffit de se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'elles s'intéressent à la bio? Oui, certes, elles s'intéressent à l'environnement et elles veulent défendre l'environnement. Mais fondamentalement, c'est aussi parce que dans leur assiette, elles veulent quelque chose de meilleur pour la santé de leurs enfants. C'est l'alimentation, c'est les compléments alimentaires, c'est les produits naturels au sens large du terme. Donc c'est cet aspect santé est mesuré surtout par la consommation. Et le vrai juge de paix, c'est le consommateur et les statistiques de ce consommateur. Et pour appuyer ça, pour être bien clair sur la dynamique de la Maison de la Bio, c'est une dynamique positive, hein. On n'est pas dans une démarche protectionniste. Donc effectivement, on ne va pas réagir à chaque intervention contre ou critique envers la bio. Et puis, pour être clair, la bio a le droit d'être critiquée aussi. Il y a des angles morts, il y a des choses dans la bio. Voilà, la bio est absolument pas parfaite.
il y a des points à améliorer. Bon, on sait que la question du cuivre, par exemple, pose des questions. Enfin, ça pose des questions. Donc, il y a des sujets comme ça. Et justement, la Maison de la Bio doit aider les acteurs de la bio à aller plus loin sur ces sujets-là, à les travailler scientifiquement, à répondre, etc. Donc, et on est vraiment dans une dynamique... moi j'ai dit offensif, mais c'est un peu ça, c'est de dire, mais attendez, il y a des aménités positives, il y a des externalités positives, on ne les valorise pas assez, et tant que nous, profession de la bio, on ne les valorise pas, c'est difficile d'aller voir un politique et de lui dire, bah maintenant on les valorise. Voilà. Par contre, évidemment, une fois que... alors il y a déjà eu un rapport en 2016, il n'a pas été beaucoup lu par les pouvoirs publics aujourd'hui, mais il faut le remettre à jour, ce rapport sur les aménités positives de la bio, et ensuite, pour revenir à la question sur la présidentielle, il va falloir aller appuyer, hein. Donc effectivement, il y a la question de la taxation, il y a la question des aides, je parlais de proportionnalité des aides, ça va être des sujets centraux demain. Comment on passe de, en gros, soit c'est pollueur-payeur, soit c'est... les structures aidées sont celles qui ont des externalités positives et qui permettent, par exemple, la captation du carbone ou l'aide à le maintien ou le maintien de la biodiversité, etc. Et la bio a énormément de choses à dire là-dessus. Énormément de choses à dire là-dessus. Oui, merci. François Biagini pour le mensuel RIA, une industrie agroalimentaire. En fait, qu'est-ce qui vous différencie d'une interprofession ? Déjà les statuts, puisqu'on est loi associatif. Et puis il existe des interprofessions, c'est en France, donc on a parlé du NIEL tout à l'heure, de l'Interfel, etc. Il y a différentes... Et c'est vrai que quand on nous regarde comme ça de l'extérieur, on peut se sentir que c'est une interprofession, mais de la bio en global, très général. Mais en fait, on n'est pas l'interprofession telle qu'elle est aujourd'hui dans les statuts connus France et Europe. Et encore que, on pourrait revendiquer d'aller vers une interprofession un jour ou l'autre, mais il y en a plein d'interprofessions régionales. À la limite, l'agence bio, il faut savoir qu'au départ, la volonté, c'était de faire de cette structure une interprofession, et c'est resté un GIE. Aujourd'hui, les interprofessions qui sont statutaires, elles récoltent les fonds, par exemple, tous les producteurs de légumes qui soient agriculteurs, hein, peut-être tu prendras la parole pour expliquer mieux que moi après le détail, mais qui collectent des fonds, et qui après sont réutilisés de façon collective pour faire essentiellement la promotion des choses. Et ce qu'a dit Pierrick, c'est qu'aujourd'hui, il y a une partie de ces fonds qui se situe au d'ordre de 20 millions d'euros, hein, même 20-30 millions d'euros facile. Je pense que Christian, on en a parlé un peu l'autre jour. C'est des fonds qui ne sont pas utilisés en proportion par rapport au marché de la bio, ce qu'ils représentent aujourd'hui. On n'a pas une dynamique de ces interprofessions, donc on va leur tendre la main, on va aller discuter avec eux. Ça fait partie de nos missions prochaines pour aller discuter avec eux, pour voir qu'est-ce qu'on peut établir comme partenariat. Et après, c'est là qu'on va interpeller aussi les politiques en disant, regardez, les interprofessions qui existent, il y en a 4 qui sont essentielles entre la viande, le lait et les fruits et légumes, qui sont les plus importantes. Et on va discuter avec eux en disant, mais qu'est-ce qu'on peut envisager ensemble de construire un plan de communication, un plan de développement. Donc c'est ce que disait Eric, on est dans les positifs, il y a des structures qui existent, on n'est pas là pour fracasser tout le monde, on essaie de travailler en partenariat. Après, on verra dans l'évolution comment les choses vont se passer. Il y a peut-être, tu veux compléter, ou peut-être parce que tu vas nous en parler un petit peu. Oui, alors, une des difficultés des interpros verticales, c'est qu'elles raisonnent que par filière, céréales, fruits, etc. Et que dans ces instances, il y a quand même souvent des interlocuteurs qui sont aussi dans le conventionnel et qui, voilà, je vais prendre un exemple aujourd'hui sur la viande, on va communiquer sur le label rouge, mais très rarement on va communiquer sur la viande bio, quoi. Vous voyez des campagnes de publicité en ce moment à la télé, à la radio. On parle du label rouge et puis les institutrices machin et tout ça. Jamais on entend moi j'achète de la viande bio parce que, etc. Et donc ça c'est une vraie problématique quand même, quoi. J'étais à l'Interfel au comité bio il y a quelques années. On a eu des combats sur par exemple le chauffage des serres en bio, où en fait nous on était contre en disant on va respecter quand même notre fondamentaux de la bio, donc on ne veut pas de chauffage de serre en bio. Le comité de bio d'Interfel a quand même eu une position en disant
Si, il faut quand même, machin, les marchés, tout ça. Bon. Donc voilà, il y a des moments où on n'est pas du tout d'accord dans ces instances-là. Et l'avantage d'être dans la maison de la bio, c'est qu'on est l'ensemble des acteurs sur lesquels on est fondamentalement opposés à ce genre de dérive de la bio, qui donne aussi, par rapport aux consommateurs, une perte de confiance. C'est-à-dire que plus on va aller sur... allez, on va accepter le chauffage des serres, et puis là, on va intensifier un petit peu là, et puis là, on va mettre des mers de plastique, et puis là, on va utiliser les travailleurs détachés, moins le consommateur aura confiance à ce label, quoi. Et donc, c'est pour ça que nous, c'est important d'être exigeant sur tout ça, et de continuer à structurer, parce que c'est la seule façon de vraiment développer une bio qui soit à la croisée entre le développement durable, enfin l'économique, le social et l'environnemental. Sinon, dès qu'on va mettre un peu de pression sur les producteurs, on va faire comme en conventionnel, on va intensifier, et donc l'intensification a toujours des conséquences sur l'environnement, sur le social. Je veux dire, c'est comme ça. Enfin, le producteur, à un moment donné, il faut bien qu'il vive de son métier, et dès qu'on va mettre des pressions supplémentaires, il y a toujours une phase des trois axes qui déconne. Pour les tomates, par exemple, on les chauffe, voilà, ça va donner une production plus importante, ça va étaler la production de mars jusqu'à octobre, alors que le cycle naturel d'une tomate, c'est plutôt juin jusqu'au septembre-octobre. Et donc, vous voyez, voilà, c'est ce qui est important en fait pour nous, c'est de respecter ce qui a fait la connaissance du consommateur au logo AB. Et c'est sa confiance en ce logo, quoi. Et donc, c'est pour ça que les problématiques des interprofessions, telles qu'elles sont formulées et telles qu'elles sont conduites aujourd'hui, nous, en tant que paysans, on ne s'y retrouve pas, quoi. En tant que paysans bio, quoi. Et par exemple, sur les fruits et légumes comme ailleurs, on paye des CVO, donc des contributions volontaires obligatoires. Bon, voilà. Sur lesquels, globalement, si on va avoir 18% de surface agricole utile d'ici 5 ans, il faut peut-être mettre un peu plus de moyens de communication et de développement pour accompagner le développement des filières, pour accompagner aussi cette nécessaire adaptation du marché entre l'offre et la demande, et d'arrêter de dire ouais, aujourd'hui, oh là, il y a trop de production, donc il faut arrêter de convertir. Moi, ça fait 15 ans que je suis en bio. Les vagues de conversion qu'on a depuis 3-4 ans, jamais on a réussi à avoir ce niveau d'exigence, ce niveau de conversion. Et si on casse cette dynamique de conversion auprès des paysans, parce qu'en disant non, mais il n'y a pas de marché, machin. De toute façon, en conventionnel, c'est aussi très aléatoire, hein. Là, ça marche bien, mais il y a 2 ans, c'est aussi très, très aléatoire. Ce qu'il faut, c'est accompagner et avoir des outils de régulation de marché qui nous permettent justement d'accompagner ce développement de la bio. Et encore une fois, la bio, ce n'est pas une segmentation de l'offre alimentaire comme le label rouge, comme les AOC, comme d'autres choses. C'est une dimension qui est au-delà de ça, tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Donc il ne faut pas le considérer comme une segmentation de l'offre. Ce qui est considéré aujourd'hui par les interprofessions et par le ministère de l'Agriculture comme c'est une segmentation de l'offre alimentaire. S'il vous plaît, bonjour, Morgane Bertrand de l'Obs. Sur le cas du lait, par exemple, on entend que les grands industriels cessent de soutenir les conversions. Qu'est-ce que vous avez à apporter comme réponse là-dessus? Vous pensez qu'il faut continuer à accompagner les agriculteurs à se convertir, même si le marché n'est pas saturé, mais en tout cas à un seuil? Alors, le lait, c'est un bon exemple parce que depuis 15-20 ans, ça a toujours été comme ça. À un moment donné, il manque de lait, donc en fait, il y a beaucoup de conversions. Et à un moment donné, on a un effet ciseau où la consommation n'est pas assez importante. Et 6 mois après, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est comme ça, de toute façon. Oui, le conventionnel aussi. Mais donc, en fait, ce qu'il faut, c'est accompagner justement cet équilibre entre l'offre et la demande, et donc la régulation du marché. Mais il ne faut surtout pas casser les dynamiques. Parce que au-delà du marché du lait bio, il y a aussi tout ce qui est lié au respect de l'environnement, des pratiques agroécologiques qui permettent la protection de la ressource en eau. Et voyez, si on raisonne juste en disant c'est une segmentation de l'offre alimentaire et c'est juste pour répondre à un marché, on ne répond pas du tout aux autres considérations, quoi. Et donc, plutôt que de donner moi, j'étais aussi à France Agrimaire pendant un moment. Le fric qu'on dépense au niveau de France Agrimaire juste parce qu'il y a les Russes qui ont fait un embargo et donc il faut soutenir les producteurs de je sais pas quoi. Mais putain, pardon, qu'on mette des sous sur l'accompagnement et la régulation de ces marchés-là, plutôt que de vouloir dire les Russes ne veulent pas de notre production et on va. Voilà. Il y a des choses qui sont complètement incohérentes. Et donc, c'est pas un problème. C'est un problème de volonté politique. Et voilà. Bon. Juste. Vas-y.
Non, mais le lait, on est autonome à 98%. Alors qu'il y a quelques années, on importait du lait. Donc on est à l'écrêtage, et c'est toujours difficile dans les marchés. À un moment donné, un plus haut, à un moment plus bas. Et comme il nous faut 3 ans de conversion, enfin vous connaissez toute la problématique, quand en plus le bio sur ces conversions, les accompagnements des exploitations laitières importantes, et après ça crée des problèmes. Alors les gros groupes laitiers, ils sont quand même gonflés de dire on va à fond sur le lait, et puis là on tire le frein à main, d'un coup on arrête. Donc il y a la responsabilité aussi de certains industriels. Voilà, message. Très dur de parler après Didier. Non, mais juste pour parler de ce sujet-là, et Mathieu, tu me dis si j'ai des bêtises. La surproduction, elle est surtout liée en fait à un été extraordinaire avec beaucoup d'herbes, beaucoup d'herbage, et donc du coup en fait une production qui était en termes de productivité beaucoup plus forte que les autres années. Donc c'est vraiment, encore une fois, ce que tu me dis, j'ai pas de bêtises. Okay. Donc le sujet, il est là en fait, il est conjoncturel, et on sent qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui profitent de cette conjoncture-là pour pas faire passer des messages, qui est de dire en gros il y a trop de lait, arrêtez la conversion. Concrètement, nous en termes de fruits de l'été, enfin, tout ce qui est fruits de l'été, et là pour le coup tu pourras me dire si j'ai des bêtises déjà ou pas, on n'a pas été bon du tout, enfin, on a une très mauvaise production de ce qui est fruits de l'été, donc les fruits à noyaux, parce qu'il y avait eu un gel en avril, si vous vous en rappelez, mars-avril, vous vous en rappelez. On n'a pas dit en fait, ah il nous manque des fruits de l'été, pousser les conversions à fond, doubler les aides. Enfin, c'est pas le sujet. Donc il faut être dans le long terme là-dessus, et les sujets conjoncturels qui sont plus ou moins année après année, c'est pas ça qui doit pousser en fait à une politique publique. Oui, juste, on le voit, les passagers clandestins de la bio dont je parlais tout à l'heure existent et finalement font de la résistance. On voit aussi sur certains sujets qu'il y a des détracteurs de la bio, mais la particularité, juste pour revenir être un peu plus terre à terre que toi, Mathieu, je sais que pourtant ton bon sens paysan me met régulièrement à l'épreuve, mais juste pour être 100% terre à terre, la particularité de Cosme Bio, c'est pas d'être une interprofession de la bio, c'est d'être transprofession en réalité, puisqu'on n'est pas fondé sur un savoir-faire. On va justement de la terre jusqu'à l'industrie de pointe qui est la cosmétique biologique, la maison de la bio. Oui. Pardon, oh là là là, c'est terrible. J'ai vraiment fait une erreur catastrophique. Mais non, mais cette particularité de la maison de la bio, c'est effectivement d'être transprofession, encore une fois. C'est peut-être un peu basique, mais c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas être strictement considéré aujourd'hui comme une interprofession, même si on le souhaitait. Voilà. Donc on va mettre du lait dans la cosmétique, c'est ça, dans les formules ? Ah, d'accord. Bon, on va mettre du lait d'ânesse. Merci beaucoup. Bon, le mot de la fin, non, merci. Rendez-vous à Natexpo. Et on continue. On continue. Voilà. On lâche rien. Et vive la bio quand même. Hein. Vive la bio. On compte sur vous pour faire la... Ah oui, pardon, oui. Il y a une petite collation à l'étage. Donc si vous voulez boire après, voilà.